Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le nouveau président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est depuis ce vendredi à Abidjan pour une visite d'amitié de travail de 48 heures. Il est arrivé ce matin. Il a été accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Et cette affaire de fraude au niveau du guichet unique automobile, le procureur de la République, Richard Adou, était face à la presse hier après-midi pour faire le point sur les arrestations des présumés responsables de cette affaire. Les 7 géants miniers d'Afrique du Sud ont signé hier jeudi un accord historique d'un montant d'environ 214 milliards de francs CFA pour l'indemnisation de plusieurs dizaines de milliers de leurs employés malades de la silicose, une maladie pulmonaire provoquée par la poussière dans les mines. Voilà toutes nos excuses pour cette défaillance technique. Nous vous le disions dans nos titres. Le nouveau président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, effectue ce vendredi à Abidjan une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il est arrivé ce matin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Il a été accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara, comme vous voyez sur ces images. Les honneurs militaires lui ont été rendus. Pour l'instant, il salue les autorités. Les honneurs militaires lui ont été rendus. La communauté sierra-léonaise en Côte d'Ivoire était très heureuse de recevoir son président qui effectue du reste sa première sortie officielle après son élection. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous vous proposons de suivre cette déclaration du secrétaire général de la présidence de la République. Monsieur Amadou Soumaoro est nommé ministre des Affaires présidentielles chargé des partis politiques. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 4 mai 2018 à la signature d'un décret portant nomination d'un ministre à la présidence de la République. Ainsi, M. Amadou Soumaoro est nommé ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, fait à Abidjan le 4 mai 2018. Voilà, M. Amadou Soumaoro est nommé ministre des Affaires présidentielles chargé des partis politiques. Un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Le conseil a pris des décisions au nom desquelles la création de 4 autres communes, à savoir Tcheguakro, Gbelebon, Assini Mafia et Undoussi. Il y a également la mesure de répression face à la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles et les dispositions à prendre pour prévenir cette année les dégâts provenant de la grande saison des pluies. Jérôme Kofi à Bolin. Les grandes saisons pluvieuses et les dégâts qui en découlent. En ce qui concerne l'année 2018, cette année donc, le gouvernement n'entend pas se laisser surprendre. Et conformément à l'adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir », un certain nombre de dispositions sont à prendre sans attendre. L'idée a fait l'objet d'une communication au cours du Conseil des ministres ce jeudi. Certaines mesures préventives sont déjà en cours d'exécution dans le district d'Abidjan. Il s'agit notamment de travaux de curage d'entretien des ouvrages primaires de drainage, notamment à Bobo, à Cocody et à Koumassi, et des opérations de libération et de sécurisation des emprises et des exutoires des ouvrages d'assainissement et de drainage, ainsi que des travaux d'urgence de construction de canaux de drainage des eaux pluviales sont prévus pour le district d'Abidjan, mais également pour certaines villes de l'intérieur du pays, notamment Anyama, Daloa, Dembokro, Korogo et San Pedro. Le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur, l'ensemble des ministères concernés, à l'effet de recenser tous les sites susceptibles d'héberger temporairement les sinistrés éventuels en cas de forte pluie, de repositionner des moyens d'intervention pour assurer les secours et d'équiper le centre de gestion interministérielle de crise. Le Conseil s'est aussi préoccupé de la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles tels que le café, le cacao et l'anacarde, pour ne citer que cela. Pour le Conseil,
Il n'y a pas autre alternative que de poursuivre ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques. D'où le projet d'ordonnance de répression pris en conséquence. Face à la menace extrêmement grave que constitue l'exportation illicite des produits agricoles et la fraude en matière de commercialisation des produits agricoles pour l'économie nationale, cette ordonnance prévoit des sanctions particulièrement sévères en vue de juguler justement ces fléaux. Ainsi, à partir de maintenant, toute personne qui se livrerait à l'achat, à la vente, au stockage, à l'écoulement ou à la distribution hors des frontières nationales de produits agricoles, notamment le café, le cacao, le coton, l'anacarde et l'EVA. Donc toute personne qui ferait cela sans agrément risque une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans et une amende pouvant atteindre 50 millions de francs CFA, en plus de la confiscation des produits et des moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction. À noter également l'information qui porte sur la communalisation de 4 autres villes de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Ndoussi, d'Assini Mafia, de Gbéléban et d'Atiéguakro. Le Conseil a adopté un décret portant création de 4 communes et déterminant leurs ressorts territoriaux. Ce décret érige, conformément à la loi numéro 2012-11-28 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, les chefs-lieux des départements d'Atiéguakro, de Gbéléban, ainsi que les chefs-lieux de sous-préfecture d'Assini Mafia et de Ndoussi. En ce qui concerne Ndoussi, par voie de conséquence, le décret modifie le périmètre de la commune de Tiasalé, dans lequel était précédemment incluse la localité de Ndoussi. Ndoussi d'abord parce que c'était la seule sous-préfecture à ce jour dans notre pays qui se retrouvait dans le périmètre d'une autre commune, en l'occurrence ici dans le périmètre de la commune de Tiasalé. Ensuite, pour Gbéléban et Atiéguakro, ce sont les seuls chefs-lieux de département qui n'étaient pas communes en Côte d'Ivoire. Donc cela permet d'uniformiser en faisant de ces chefs-lieux de département désormais des communes. Et enfin, en ce qui concerne Assini Mafia, vous savez que ce n'est plus tellement une localité rurale, c'est une localité avec de fortes potentialités touristiques, avec un grand nombre d'habitations qui en font désormais pratiquement une vraie ville. Donc il s'agit de permettre à cette localité d'être gérée comme telle. 4 nouvelles communes qui voient donc le jour. Avec leur création, le nombre de circonscriptions communales en Côte d'Ivoire passe désormais à 201. Jérôme Kofi Abolin, cette affaire de fraude au niveau du guichet unique automobile, nous sommes au deuxième grand titre de cette édition. Le procureur de la République, Richard Adou, était face à la presse hier après-midi pour faire le point sur des arrestations. 3 personnes sont sous mandat de dépôt. Il y a également 15 interpellations. Sidonie Davila. L'affaire de l'immatriculation frauduleuse portant sur plus d'1 millier de véhicules d'occasion au guichet unique automobile d'Abidjan est encore à l'ordre du jour. À l'issue des premières investigations sur la question, le procureur de la République se prononce. La douane donc a pu appréhender 3 personnes qui ont été gardées à vue et elles ont été déférées à mon parquet. J'ai donc requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a été confiée à monsieur le juge d'instruction du 4e cabinet. Ce dernier a placé les personnes impliquées sous mandat de dépôt. Le juge d'instruction, ayant vu que l'enquête n'était pas encore achevée, a délivré une commission rogatoire à la section recherche de la gendarmerie nationale avec des missions très précises, continuation d'enquête, audition de certaines personnes et procéder à des interpellations. La dite unité a donc pu appréhender 15 personnes, ce qui ramène donc à 18 personnes. Ces 18 personnes interpellées appartiennent aux structures du guichet unique
à savoir la douane ivoirienne, les ministères des Transports et du Commerce, du KIPUS, de Côte d'Ivoire Logistique et de la SICTA. Selon les estimations faites par les enquêtes douanières, les pertes pour les caisses de l'État sont estimées entre 2 et 3 milliards de francs CFA. L'argent qui devait servir à renflouer les caisses de l'État s'est malencontreusement retrouvé dans les poches ou dans les comptes bancaires de certaines personnes qui animent les structures tant étatiques que privées ou semi-privées, pour un préjudice qui est aussi entre 2 et 3 milliards de nos francs. L'État a donc subi un énorme préjudice et donc cette situation mérite d'être clarifiée. Ces nombreux véhicules passés outre les procédures douanières sont pour le procureur de la République d'une extrême gravité. Des faits qu'il qualifie de fraude massive douanière, de faux et usage de faux, d'importation sans déclaration douanière, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les enquêtes ouvertes depuis peu vont donc se poursuivre, a-t-il indiqué, pour comprendre le mode opératoire et les moyens déployés en vue de faire la lumière sur cette affaire. La police criminelle elle a présenté hier jeudi 3 présumés meurtriers dans ses locaux au plateau, le centre des affaires. Ces individus étaient spécialisés, selon elle, dans les vols à main armée. Ahmed Traoré, Alexis Ouetraogo. Le 12 janvier 2018, devant la sodomie à Cocody, un gang ouvre le feu sur un taxi-compteur, atteignant mortellement le passager. Le sac de la victime est emporté, avec lui la somme de 2 796 000 francs CFA. Quelques semaines avant, Sidibé Aboulaya Trècheville est blessé par balle au niveau de la mâchoire, toujours par des hommes à moto. Son sac est emporté, il contenait la somme de 18 320 000 francs CFA. Le mode opératoire de brigands à moto est bien connu de la police criminelle. Il s'agit d'un gang qui a sévi longtemps à Abidjan, qui a un modus operandi connu, c'est-à-dire qu'ils ont infiltré aujourd'hui certaines banques de la place où ils y ouvrent des comptes juste pour repérer les plus gros clients, ceux qui, notamment, décaissent beaucoup d'argent, en numéraire bien entendu. Et ceux-là sont suivis par SMS depuis la banque par les complices postés dehors. Les investigations menées ont permis d'interpeller ces jours-ci plusieurs personnes. Moi aussi dehors, quand ils voient les transactions, ils m'amènent SMS, me disent à telle personne qui est habillée comme ça. Ils veulent voir si c'est bon. Quand c'est bon, ils te font signe, ils me communiquent par SMS. Quand c'est bon, quand il me dit c'est bon, moi j'appelle maintenant 2 personnes toujours qui se changent sur la moto. Quand il leur dit voilà, il est dans telle voiture, et puis eux le suivent au parti. C'est comme ça qu'ils font. Moi, c'est mon rôle de rester devant la banque et appeler pour dire que le gars il est sorti, il est habillé comme ça, il est dans telle voiture. Au total, 3 personnes interpellées. Elles ont été conduites ce vendredi devant le parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. Autre information, l'État de Côte d'Ivoire veut compter sur ses propres ressources, les ressources intérieures pour le financement de ces grands chantiers de développement. Un atelier a été initié à Yamoussoukro par la Direction générale du Trésor public. Il s'agit de trouver des mécanismes pour recouvrer totalement les amendes judiciaires et forfaitaires. Francis Boafo. Le taux de recouvrement des amendes judiciaires reste faible. Les statistiques révèlent que sur un échantillon de 11 tribunaux, sur les 36 juridictions que compte la Côte d'Ivoire, le montant total des condamnations prononcées s'élève à plus de 5 milliards 37 millions de francs CFA de 2012 à 2016. Sur la même période, 131 470 000 francs CFA ont été recouvrés. Il est souhaitable que chacun des acteurs intervenant en la matière s'implique effectivement dans la mise en œuvre des dispositifs pour l'atteinte de l'objectif ultime, à savoir un plus grand financement du budget de l'État à travers les ressources tirées des amendes. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dit avoir pris de nouvelles dispositions pour faciliter le recouvrement des amendes judiciaires. Ce séminaire vient à point nommé pour rappeler un ensemble de règles qui régissent cette matière-là
les conditions dans lesquelles les pièces d'exécution doivent être établies, les imprimer, pour que les acteurs s'imprègnent davantage de ces documents et pour qu'ils puissent les établir. C'est le point de départ du recouvrement des amendes judiciaires. Les réflexions porteront également sur le faible taux de mobilisation des ressources liées aux amendes forfaitaires. Ce sont des sanctions pécuniaires applicables pour les contraventions et autres infractions. Une attention devra être également accordée aux procédures optimales de recouvrement et de comptabilisation de ces amendes au regard des procédures et règles en vigueur en matière de finances publiques. L'augmentation du taux de recouvrement des amendes judiciaires et forfaitaires aidera à financer le budget 2018 de l'État. L'agence comptable centrale du Trésor a fait le point de ses engagements du 17 avril sur l'appurement du PPU, le programme d'urgence. À ce jour, plus de 51 milliards sont payés, soit plus de 57% du montant dû aux fournisseurs. Avec ce montant, 77% des fournisseurs ont été honorés. Noël Gnagno nous donne encore plus de détails. Ce jour, un montant total de 51 milliards 819 417 506, soit 57% du montant dû, a été payé à 77% des fournisseurs créanciers de l'État concernés par cette opération, dont 2% de ce montant au profit de la DGI pour le relèvement des impôts. Voilà le point de l'engagement de l'État. Engagement pris le 17 avril dernier devant les créanciers. C'est dans le cadre du paiement de la dette du PPU, programme présidentiel d'urgence. Ce paiement est effectué sur les dotations budgétaires mises en place pour la clôture du PPU, avec une précision. Ils sont en ligne alors avec les engagements financiers extérieurs de l'État de Côte d'Ivoire. 17 avril, 30 avril, soit moins de 2 semaines après, il ne reste plus que 202 fournisseurs à payer sur les 357. Pour ces créanciers-là, l'agent comptable central du Trésor rappelle. Pour les 202 dossiers restants, il faut souligner qu'ils sont en instance de traitement, soit chez l'ex-coordonnateur du PPU, soit auprès des services auditeurs, que sont l'Inspection générale des finances et le BNET, pour complément d'information avant transmission pour paiement, conformément à la procédure de validation arrêtée. Autre point à l'ordre du jour de la rencontre avec la presse, le paiement de la dette intérieure. Ici aussi, l'État a honoré ses engagements. L'État restait devoir aux fournisseurs des EPN un montant de 8 133 263 194 francs arrêté durant la période complémentaire. Depuis le lundi 23 avril 2018, ce montant que l'État devait a été payé aux fournisseurs des EPN. En poursuivant sa politique d'appurement des dettes, quelle que soit leur nature, l'agent comptable central précise. Tous les mandats qui ont fait l'objet de prise en charge auprès des comptables généraux ont été entièrement payés. Donc nous pouvons affirmer ce jour que l'État central et les projets cofinancés ne disposent pas de reste à payer au titre de la gestion 2018. Bonne gouvernance oblige, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique va visiter tous les postes comptables dès le 7 mai prochain avec une feuille de route. 1. S'assurer que pour la gestion 2017, les comptables ont effectivement payé les fournisseurs. 2. Faire le point de la dette flottante au 30 avril 2018. Finalité de toutes ces rencontres, enrichir davantage l'État parce que, dit-on, qui paie ses dettes s'enrichit. Rencontre entre la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et les différentes associations de victimes de la crise post-électorale. Mariatou Koné est intervenue pour dire sa part de vérité sur les points essentiels du processus de réparation de préjudice de la crise post-électorale. Sidonie Waka, Davila. 3 heures pour lever tout équivoque. Des échanges sur tout le processus d'indemnisation de victimes et surtout sur ce qui pourrait être l'objet de confusion. Rencontre de vérité donc entre la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et les associations de victimes de la crise post-électorale. Mariatou Koné a d'entrée de jeu apporter des précisions sur la liste des victimes identifiées. On n'a pas de liste en elle-même, mais on a des dossiers, donc on ne peut pas afficher des dossiers. Par contre, pour la phase pilote,
nous avons établi une liste sur la base de ce que nous avons payé. Les cas de fraude et bien d'autres points ont également été évoqués par la ministre. Il y a la recherche de preuves qui est très importante. Et dans la base de données, les récits sont enregistrés. Donc tu ne peux pas dire, si tu as une douleur dans le cœur, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, que c'est mon frère qui est décédé, et puis des années après venir dire non, ce n'était pas mon frère, mais c'est mon fils. Vous avez des associations de victimes qui ont sillonné la Côte d'Ivoire. Ils prennent les originaux des dossiers des victimes et puis leur délivrent un reçu. Et eux, avec les originaux, ils vont parfois se faire établir une fausse pièce d'identité et ils viennent encaisser l'argent en lieu et place de la vraie victime. Au nombre de 123, les différentes associations de victimes ont participé, selon la ministre, à l'élaboration de la base de données des victimes. Les organisations de victimes se disent satisfaites de la démarche de la ministre. Je crois qu'il y a eu assez d'interpellations. Nous, déjà à notre niveau, nous sommes rentrés en action avec la justice répressive et réparatrice pour, n'est-ce pas, éviter que les victimes des crises ivoiriennes ne soient traitées de la même manière que les victimes des déchets toxiques. Il fallait des échanges avec nous, avec les associations de victimes, pour qu'ensemble, nous allons trouver des solutions par rapport à la réparation. Donc on adhère à son appel. Le processus de réparation de préjudice de crise est entré depuis octobre 2017 dans sa grande phase pour l'indemnisation. Rappelons que le processus a connu une phase pilote qui a démarré en août 2015 pour s'achever en juillet 2017. L'ensemble des dépenses pour la phase pilote s'élève à 3 833 11 803 francs CFA, sur un fonds initial de 10 milliards de francs CFA alloués au processus. Voilà, et sachez que sur 874 056 dossiers reçus de la part de la CONARIV et de la CDVR, 316 954 ont été validés par le ministère, 557 102 dossiers ont été invalidés. Les experts des ministères des Ressources halieutiques de la sous-région ouest-africaine participent à un projet de mise à niveau. L'objectif est de leur permettre de mieux outiller les pêcheurs artisans sur le terrain. Ce projet est financé par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Serge Kolia. Favoriser l'accès des pêcheurs artisans de l'Afrique de l'Ouest aux marchés régionaux et internationaux. Cela passe par le respect des normes sanitaires et phytosanitaires. C'est pourquoi la mise à niveau des acteurs de la chaîne de valeur constitue depuis quelques années une priorité pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Grâce au soutien de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le projet SPS a été initié. Pour cette dernière réunion sous-régionale, l'ONUDI a mobilisé ses chefs de projet venus de Vienne. Nous tenons à préciser qu'il s'agit surtout aussi de toucher une cible donc, féminine et également, bien entendu, d'accompagner et d'appuyer également toutes les institutions nationales de ces différents pays qui œuvrent donc également à l'encadrement et à l'accompagnement donc de ces acteurs donc, de ce secteur de la pêche artisanale. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, le projet SPS a contribué à renforcer les capacités des administrations publiques, des sociétés coopératives et des acteurs de la pêche. Il a également permis la fourniture d'équipements techniques à des directions régionales de son département, notamment à San Pedro. Il est question donc de mettre en place des normes sanitaires qui permettent donc aux consommateurs de disposer de produits sécurisés. L'objectif également d'un tel projet, c'est de permettre à nos exportateurs de pouvoir exporter leurs produits sur les marchés nationaux comme internationaux. Kobenon Kwasi Agumani a appelé les participants originaires de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire à s'approprier ce projet qui va aider au développement de la pêche et de l'aquaculture dans leurs pays respectifs. Serge Kolial est tout à fait autre chose à présent. L'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire était à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour une conférence débat. Il est allé partager les expériences du développement de son pays avec les étudiants de l'INPHP. Charles Tatou
RTI Boaké. La direction générale de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny active ses réseaux pour le perfectionnement en connaissances universitaires au profit de ses étudiants et ceux des grandes écoles de la ville de Yamoussoukro. La Corée du Sud est réceptive. Son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire vient d'effectuer une visite de travail à l'INPHB. La Corée s'est développée grâce à sa culture, mais grâce aussi à son développement et à sa recherche au niveau technologique. En recevant l'ambassadeur ici, c'est de créer des contacts avec des instituts et des universités en Corée du Sud, de sorte à permettre des échanges dans le sens de la Corée vers la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire vers la Corée, et permettre aussi à des étudiants de l'INP de pouvoir faire des stages et de pouvoir poursuivre leur formation dans ce grand pays. Je crois la Polytechnique de Yamoussoukro, le centre de tel développement. C'est pourquoi je devrais être ici pour partager notre expérience, inspiration avec étudiants et étudiantes qui seront l'avenir Côte d'Ivoire. Pour discuter avec les étudiants de la capitale politique sur les voies de développement de la Côte d'Ivoire, le diplomate coréen a animé une conférence. Réflexion sur l'avenir de la jeunesse ivoirienne, partage d'expériences et défis à relever. Tel est le thème. Pour l'ambassadeur, le développement passe par l'utilisation raisonnable et productive des terres agricoles, puis le développement des technologies. Il propose à la Côte d'Ivoire la modernisation des systèmes et structures relatifs aux terres agricoles afin de permettre aux exploitants paysans d'utiliser les terres de manière plus raisonnable et productive. Voilà, le président de la Fédération internationale de Maracana, Association l'ivoirien Bleu Charlemagne, a été reçu par le président du PDCI RDA, Emery Konan Bédi, à sa résidence de Daoukro. Il s'agissait pour Bleu Charlemagne de lui présenter le projet de la 7e édition de la CAN de Maracana qui doit se tenir en Côte d'Ivoire au mois de septembre prochain. Salifou Ouattara. Bleu Charlemagne s'est rendu à Daoukro chez le patriarche du Maracana, le président Emery Konan Bédi, pour porter la nouvelle de l'organisation de la 7e Coupe d'Afrique de Maracana en terre ivoirienne. Accompagné de plusieurs collaborateurs, le président Bleu Charlemagne a au cours de cette rencontre sollicité et obtenu du président Emery Konan Bédi le parrainage de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana prévue du 26 au 30 septembre prochain à Abidjan. Bleu Charlemagne souhaite l'implication du président Bédi pour la finalisation du dossier de l'implantation du siège du Maracana en terre ivoirienne, un siège obtenu lors de l'Assemblée générale constitutive de la Fédération internationale de Maracana Association en août 2015 à Lomé, au Togo. Voilà, autre titre de cette édition, 7 géants miniers d'Afrique du Sud ont signé hier jeudi un accord historique d'un montant d'environ 330 millions d'euros, soit plus de 214 milliards de francs CFA pour l'indemnisation de plusieurs dizaines de milliers de leurs employés malades de la silicose, une maladie pulmonaire provoquée par la poussière. Cet accord a été paraphé devant la presse à Johannesburg. Après de longs mois de négociations, il entrera en vigueur une fois validé par la justice sud-africaine. Toujours en Afrique du Sud, un mineur a été tué et 5 autres sont toujours portés disparus depuis hier jeudi après un séisme qui a frappé une mine d'or dans la banlieue de Johannesburg. 4 mineurs ont trouvé la mort et 6 autres blessés après un séisme dans la mine d'or de Sibani-Stillwater, dans la région de Johannesburg. Le drame s'est produit hier jeudi. Ce vendredi matin, 3 salariés se trouvaient encore bloqués au fond du puits, dont 2 n'avaient toujours pas été localisés. Selon l'entreprise minière, l'accident a été provoqué par l'effondrement d'une galerie à Masakan, dans le nord-est, suite à un léger tremblement de terre. Dans une autre mine de la même entreprise, 1 millier de mineurs étaient restés bloqués sous terre en février dernier, pendant une trentaine d'heures après une coupure d'électricité. Moussa Konaté, rappelons pour terminer que le nouveau président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, effectue ce vendredi à Abidjan une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il est arrivé ce matin
À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, il a été accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les honneurs militaires lui ont été rendus. La communauté sierra-léonaise en Côte d'Ivoire était très heureuse de recevoir son président qui effectue du reste sa première sortie officielle après son élection. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Victorine Yaoyokwe. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.